buvez. Non, mais Ok. vous le mettez. Je peux enlever, hein, c'est Ça ça. c'est bon, ouais. Ouais, ouais. Libéré. Faut laisser ça ici. Ouais, ouais. Et on est vraiment visé d'un côté comme de l'autre pour se retirer quand les candidats font leur prestation. Ils peuvent le mettre sur la bosse aussi. Donc, quand les candidats parlent, donc nous, on reste ici ou on se met plutôt là? Je dirais plutôt là-bas, comme ici, le chrono qui tourne. C'est-à-dire là? Le chrono tourne ici, donc peut-être plutôt au fond là-bas. Comme ça, Ici au fond, d'accord. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et celui-là, je sais pas où il va parce qu'ils ont déjà des micros, donc c'est. Celui-là? Ouais. Ben, on nous a dit qu'on devait parler dans celui-là. D'accord, ok. Mais Parce que. C'est bon, on est tous là. On est plein.
Voilà. Oui, c'est pour ça que je me demandais. Ouais. Ouais, un peu d'eau, du coup. Mieux. Ouais. Tout le monde attend que tu parles. C'est ça. Il faut remettre de la lumière. Tu me dis quand je commence. On va y aller. Alors, normalement, c'est pas moi l'animatrice, mais j'ai prévu un speech depuis une semaine pour l'entrée. Il y a des gens à distance. Oui, il y a des gens à distance, oui. C'est pas moi l'animatrice, donc je vais les introduire et j'ai prévu un speech d'introduction depuis au moins une semaine, depuis que je sais que ça va avoir lieu, donc j'avais envie de faire ma blague parce que j'en suis assez fière. Donc merci à tous d'être là, ça fait vraiment plaisir de voir une salle comble pour ma thèse en 180 secondes, parce que la dernière fois qu'on a eu une salle pleine pour ma thèse en 180 secondes, c'était le 12 mars 2020. Et ce soir-là, on a appris que les universités fermaient pour une durée indéterminée. Donc là, ce soir, je ne sais pas ce qu'on va nous annoncer, mais on peut s'attendre à tout. Mais ce n'est pas une raison pour garder vos téléphones, donc merci de les mettre sur silencieux. Et on ne nous annoncera pas non plus la fin du Covid ce soir, donc vous serez malheureusement encore obligés de garder votre masque un petit peu. Donc je vous laisse la parole maintenant à Emmanuel et Isabelle qui vont animer toute cette soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Enora pour ces quelques mots. Bienvenue à toutes et à tous, en présentiel ou à distance, à la demi-finale du concours Ma thèse en 180 secondes. Je suis Emmanuel Radeuil de l'UBO et avec ma collègue Isabelle Borne de l'UBS, nous allons animer ensemble cet événement. Nous sommes accueillis ce soir dans les locaux de la faculté de lettres de l'UBO qui nous a gentiment mis à disposition cette belle salle. Au nom du président de l'UBO, Mathieu Galou, nous vous remercions donc pour votre présence ou participation à distance qui permet de faire vivre cet événement important de médiation scientifique. Événement qui contribuera, nous l'espérons, à rapprocher la recherche menée dans les laboratoires du grand public et conforter la place de la science dans la société. Afin de démarrer dans de bonnes conditions cette soirée, comme l'a déjà dit Enora, nous voudrions vous demander de mettre vos portables en mode silencieux, mais sans les éteindre, parce que vous en aurez besoin pour voter. Je vous remercie. Après cette courte introduction, je voudrais inviter ma collègue Isabelle à rappeler les règles du concours. Donc bonjour à tous. Donc les règles elles sont très simples. Tout est dans le titre. Donc c'est présenter en fait sa thèse ou au moins le contexte et les grandes idées en 3 minutes. Top chrono, pas une seconde de plus. Donc les étudiants ont droit à une diapositive et donc ils vont nous faire leur show en fait, chacun à leur tour. Donc il y aura 2 places de lauréats à la fin de la journée. Il y aura le prix du public, donc ça sera votre vote, on vous invitera à voter, ainsi que les gens qui sont à distance. Et puis il y aura le prix du jury. Voilà, donc c'est ça l'enjeu pour eux. Et nous avons 6 candidats, dont 4 jeunes filles. Donc c'est très bien. Donc on va pouvoir commencer. Je vais continuer avec la présentation du jury du concours. Et je vais commencer par sa présidente, Madame Maïwen Abgral. Passionnée de la Bretagne, tout comme des voyages de la culture et la gastronomie japonaise, Madame Abgral est diplômée d'une école de commerce, filière marketing-vente. Elle a toujours travaillé dans la banque au sein des services centraux et sur différentes fonctions, communication, marketing, projets transverses et organisation. Actuellement, elle est missionnée pour structurer à l'échelle du groupe Crédit Mutuel Arkea une filière mère. Je vais continuer avec Madame Isabelle Brochard, qui est passionnée par la danse.
et qui est chargée de développement culturel territorial, référente pour la danse et l'éducation artistique et culturelle à Culture Lab 29, l'agence culturelle du Finistère. Elle est rédactrice pour le journal Novar, spécialisé dans les arts numériques, et pour la revue de danse Les Saisons de la danse. Convaincue que la danse est un art majeur et qui nous concerne tous, elle contribue à son développement par des projets de médiation, de formation et d'animation de rencontres professionnelles selon une approche transversale et décloisonnée. Je vais continuer avec Jean-Alix Barra, professeur de géochimie à l'UBO depuis 2003 et membre senior de l'Institut universitaire de France depuis 2021. Il a pendant de nombreuses années travaillé surtout sur la pétrologie et la chimie des roches extraterrestres et il travaille actuellement sur les terres rares dans les organismes marins et la pollution en gadolinium, un des éléments qui est utilisé en imagerie médicale. Et je vais finir la liste des membres du jury par M. Rémi Kemener, qui est journaliste au Télégramme à Brest et spécialiste dans les aspects liés à l'enseignement supérieur. Il écrit à ce titre souvent des articles sur les différents aspects liés donc, à l'enseignement supérieur. C'est un ancien étudiant de l'UBO. Il est diplômé de la faculté de STAPS en 2012 et c'est sa première participation en tant que jury de ma thèse en 180 secondes. Quelques mots sur l'organisateur de cet événement scientifique, l'école des docteurs, qui organise la formation doctorale actuellement au sein des deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. C'est un organisme qui comprend 11 écoles doctorales, 6 pôles doctorales de site, 7 universités et 14 écoles d'ingénieurs. Et rassemble à son sein plus de 1000 docteurs diplômés par an. Ce soir, nous avons ici la demi-finale du concours pour le pôle de Brest-Vannes-Lorient, sachant qu'il y en aura 3 autres pour les 3 autres pôles de l'école de docteurs. Et ces 4 concours, ces 4 demi-finales seront suivies par une finale donc au niveau birégional qui aura lieu à Vannes. Voilà. Donc je vais repasser la parole à Isabelle pour la présentation des candidats. Oui, le premier candidat. Alors, notre première candidate, Maria Nagem, donc, étudie au groupe d'études de la thrombose de Bretagne occidentale. Et elle va nous parler de l'ARN extracellulaire, un inducteur de la maladie veineuse thromboembolique. Merci Isabelle pour la présentation. Êtes-vous prêts ? Top. Mesdames et messieurs, pour toute canalisation bloquée, évier bouché, n'hésitez pas à nous contacter. Munis de furets et de tournevis, notre équipe de plomberie sera à votre service. Si vous appelez en mars pour des fuites éparses, on arrivera en juin pour changer un joint. Vous êtes en train de vous demander, mais quel est le rapport entre une thèse universitaire et une annonce publicitaire ? S'agit-il plutôt d'une doctorante parcourant une crise existentielle et cherchant une reconversion professionnelle ? Pas encore. Tout simplement, je partage un point commun majeur avec le plombier. Non, ce n'est pas du tout le fameux sourire, mais plutôt notre passion pour déboucher. Le plombier débouche vos canalisations sanitaires, alors que moi, je m'occupe de vos canalisations corporelles ou vaisseaux sanguins, ayant une longueur totale de 100 000 km. Vous imaginez ? Presque 2,5 fois le tour de la Terre au sein d'un corps ne dépassant pas les 1,60 m. Bref. Je m'intéresse particulièrement aux veines, transportant le sang des organes vers le cœur. Au cours de ma thèse, je travaille sur la maladie veineuse thromboembolique, qui représente la 3e cause de mortalité cardiovasculaire. Cette maladie est caractérisée par la formation d'un bouchon de sang
au niveau des veines des membres inférieurs. Ce bouchon n'étant pas toujours stable, il peut se détacher et migrer à travers la circulation sanguine, entraînant des complications pulmonaires fatales. Jusqu'à présent, cette maladie est traitée par des anticoagulants qui fluidifient le sang tout en présentant un risque élevé de saignement. D'où la nécessité de trouver des traitements adjuvants. Pour mieux comprendre la complexité de cette pathologie, j'ai induit la formation d'un bouchon veineux en opérant non pas des patients, mais des souris. Ensemble, nous allons découvrir les mécanismes de formation du bouchon veineux. Suite à un traumatisme, les cellules vont mourir et vont libérer l'ARN extracellulaire. Normalement, à l'intérieur de la cellule, l'ARN joue un rôle important dans la fabrication des protéines, essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Mais que se passe-t-il une fois cet ARN est relargué? Il ne se transforme pas en micropuce 5G. C'est tout simplement un signal de danger qui sera détecté par les tours de guet du système immunitaire appelé TLR3. Cette alerte va faire appel à des cellules dénommées neutrophiles. Ces kamikazes du système immunitaire vont exploser, recruter des cellules sanguines pour former votre bouchon de sang. Pour récapituler, après avoir été décelé par les tours de guet, l'ARN extracellulaire va détourner notre immunité, en transformant ce système de protection en une arme d'autodestruction. Ainsi, avec l'ARN extracellulaire dégradé ou les tours de guet démantelés, j'ai pu identifier de potentielles thérapies ciblées pour dire au bouchon veineux « stop » sans utiliser des stops. Finalement, déboucher toutes sortes de canalisations, je le ferai volontiers. Car comme l'a dit Albert Einstein, si c'était à refaire, je me ferais plombier. Merci. Merci beaucoup, Maria. J'ai le plaisir de vous présenter maintenant la candidate suivante, Léa Prigent, dont le sujet de thèse s'intitule « Rôle de la connectivité hydrodynamique et des conditions environnementales sur la dynamique spatio-temporelle des efflorescences à pseudo-nitzschia en rade de Brest et mer d'Iroise ». Léa travaille dans le laboratoire d'Ineco Pelagos à l'Ifremer. Pourquoi ai-je décidé d'effectuer cette thèse? Eh bien parce que j'aime cuisiner. Bon ok, je préfère manger. Et les coquilles Saint-Jacques font partie des mets que j'affectionne. Alors il y a quelques années, afin de satisfaire mes papilles gustatives et mon insatiable amour de la bonne gastronomie, je décidai d'aller me fournir chez le pêcheur du coin. Et là, malheur. Que m'a-t-il dit? Désolée ma petite dame, j'ai plus de coquilles Saint-Jacques, j'ai pas pu aller en mer en récupérer à cause d'une maudite contamination. Une contamination? Une contamination? Ah, frustration quand tu nous tiens. Je pense que ce sentiment est resté gravé dans un coin de ma mémoire et pour mon bien-être psychologique, après avoir lu et entendu que des sites de pêcherie sont impactés de manière récurrente, je me suis dit, Léa, cette thèse, elle est pour toi. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé pour le pêcheur qui était, faut se le dire, bien embêté. Mon but n'est non pas d'agir directement sur le produit impacté, donc la coquille Saint-Jacques, mais de comprendre l'espèce impactante. Si je vous dis que le coupable est un phytoplancton toxique connu sous le nom de Pseudonychia australis. Un pseudo quoi, vous allez me dire? Ok, je reprends. C'est une toute petite espèce végétale invisible à l'œil nu qui appartient au genre Pseudonychia et qui, en plus d'être invisible, produit une puissante toxine, l'acide domoïque, qui rend impropre à la consommation les coquillages qui la consomment. Et c'est ainsi qu'on arrive au sujet de ma thèse, qui est de comprendre le développement de cette espèce toxique en rade de Brest et mer d'Iroise, qui sont des zones importantes de production de coquilles Saint-Jacques, et de déterminer si l'espèce se développe dans un ou plusieurs endroits à cause de conditions environnementales locales, ou si elle se développe à un endroit bien précis et qu'elle est ensuite déplacée par les courants. Le souci est que, malgré sa petite taille, les pseudonychiens impactent grandement non seulement les pêcheurs, mais également les scientifiques qui s'asquintent la rétine en l'observant en microscopie optique, car elles se ressemblent toutes. Mais si c'était aussi simple encore, passons. Mais en plus, il existe des espèces de pseudonychia qui produisent de la toxine et d'autres qui n'en produisent pas. Eh bien, figurez-vous, je suis une magicienne. Et oui, à partir de petites molécules présentes dans l'eau de mer, je suis capable d'obtenir d'innombrables informations sur la vie des micro-organismes, et donc les pseudonychia,
bel et bien présents dans mes échantillons, mais invisibles à l'œil nu. Et je peux par exemple savoir qui est présent et que font-ils au moment du prélèvement. Est-ce qu'ils produisent de la toxine ou bien sont-ils impactés par un manque de nutriments? Grâce à toutes ces informations et grâce à des modèles mathématiques de déplacement dans l'espace par les courants, je serai alors en mesure de déterminer le chemin emprunté et les conditions environnementales inhérentes au développement de Pseudonycha. Dans l'espoir un jour que des solutions soient apportées afin que les professionnels de la pêche ne soient plus bloqués à quai et que je puisse assouvir mon envie de manger des coquilles Saint-Jacques. Merci. Alors, après, nous allons pouvoir écouter Chirine Toumi, qui est du laboratoire des sciences de l'environnement marin, donc à l'UBO, le LEMAR, et qui va nous parler de trajectoire temporelle des structures taxonomiques et fonctionnelles des communautés de microfaune benthique, de macrofaune, benthique en réponse aux contraintes du milieu. Résumé 3 ans en 3 minutes. Résumé 3 ans en 3 minutes. Mais comment je vais faire? Mais attendez, c'est ce que je fais depuis le début, en fait, de résumer le temps passé. Sauf que ce n'est pas 3 ans en 3 minutes, mais plutôt 15 ans en un trait. Oui, un trait. Et résumer quoi, au fait? Eh bien, des changements dans les assemblages d'invertébrés vivant sur les fonds côtiers. Tout ce qui est mou, visqueux, gluant, rampant, pas franchement sexy, et pourtant, loin d'être inintéressant puisque, ne pouvant se déplacer que très peu, ils seront témoins du moindre changement. Donc, sentinelles de l'environnement. S'ils font face à des variations environnementales, qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle, les assemblages peuvent changer. Des espèces peuvent apparaître, d'autres disparaître, d'autres voir leur nombre d'individus chuter ou augmenter. Donc, certaines années, ces assemblages ou communautés pourront avoir une structure et composition très différentes de l'année précédente, mais ne pas beaucoup changer l'année qui suivra. Vous avez vu le chemin que j'ai parcouru? Eh bien, c'est ça qu'on appelle une trajectoire temporelle. Le trait dont je vous parlais au début et qui m'intéresse tant. Sa géométrie va m'apporter beaucoup d'informations sur la dynamique des communautés que j'étudie. Si après une perturbation, on passe d'un état vers un autre, si on retourne au point de départ, si on emprunte le même chemin pour y revenir ou un chemin complètement différent, et pourquoi? Et en Bretagne alors, ça donne quoi? Un véritable tableau d'art moderne. Oui, les trajectoires que j'étudie ressemblent à des gribouillis. Mais des gribouillis qui veulent dire quelque chose, puisqu'une trajectoire qui semble tourner sur elle-même reflète une certaine stabilité de la communauté dans le temps. Et j'ai montré que ces gribouillis pouvaient avoir une forme différente selon l'habitat dans lequel la communauté se trouvait. Donc plusieurs formes de stabilité. Vous savez, on dit souvent qu'il faut tirer un trait sur le passé, mais je crois que je préfère regarder le chemin parcouru pour mieux appréhender celui à venir. Bon, pour l'instant seulement au niveau des espèces de mes communautés, mais bientôt aussi au niveau de leurs fonctions. Parce que oui, elles ne sont pas sexy, mais elles jouent un rôle important dans l'écosystème. Alors quelle sera la forme du chemin cette fois? Et vous, votre chemin, il ressemblera à quoi? Mais cette question dépasse le cadre de ma thèse. Enfin bref, voilà, c'était 3 ans d'un trait. Merci beaucoup, Chirine, pour cette belle présentation. J'ai le plaisir maintenant d'inviter la candidate suivante qui vient de Lorient. Il s'agit de Niel Ketata, qui est doctorante donc, à l'Institut de recherche du Puy de Dôme et qui travaille sur l'impression 3D et optimisation de la durée de vie des matériaux biocomposites
chargés par des fibres végétales longues. Merci. Bonsoir à tous. Regardez autour de vous. Le monde est constitué par 4 types de matériaux. Les matériaux composites, les matériaux métalliques, les polymères et les matériaux céramiques. L'objectif de mes travaux de thèse, c'est de trouver des alternances pour des matériaux métalliques très lourds par des matériaux plus légers. Donc, après une recherche approfondie et une discussion avec mes directeurs de thèse, on a décidé de travailler avec les biocomposites à base des biopolymères. La plupart d'entre vous ne savent pas que même les matériaux peuvent se sentir fatigués et épuisés. Donc, ma première mission épique, c'est de trouver un renforçant qui va jouer le rôle des vitamines et des antistress. Donc, après une recherche, je le trouvais. Oui, l'ingrédient secret et magique, ce sont les fibres de lin. Donc, j'ai bien choisi la matrice et les renforçants. Passons maintenant au procédé de fabrication, qui commence par l'étape du mélange, l'étape de granulation, la formation du bobine qui va s'installer dans une machine en impression 3D et qui va construire peu à peu la pièce. Ça semble parfait, non? Mais malheureusement, ce n'était pas si facile comme je l'avais espéré. Donc, la préparation de ces pièces de cette façon, sans d'autres interventions, vont mener à des pièces avec des fibres de lin très cisaillées et sensibles, qui vont baisser la résistance en fatigue de mes matériaux. Donc, ma deuxième mission épique, c'est d'être la superwoman qui va protéger ces fibres contre ces endommagements. Ma première solution, c'est de changer du procédé. Je ne vais pas mélanger avec un bivis qui va se comporter comme des coteaux et casser sans pitié mes fibres, mais avec une monovis. Et ça marche. La deuxième solution, c'est d'augmenter l'humidité de mes fibres qui vont se comporter comme des poissons. Pour conclure, il y a beaucoup d'accidents partout dans le monde sont causés par le fait du poids lourd de l'avion et des fatigues des pièces. Donc, les docteurs en médecine cherchent à sauver ces patients et donner un espoir pour leur vie. Et il y a d'autres doctorants comme moi et des futurs docteurs qui vont travailler pour chercher et donner l'espoir pour des matériaux à notre service. Donc, chacun et sa façon pour donner les vies et sauver les vies aux autres. Et vous, pensez un peu plus profond et vous allez trouver votre façon. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons changer un petit peu de domaine. Donc, je présente Yaovi Jean-Pierre Adjeko, qui prépare sa thèse au Centre de droit et d'économie de la mer. Donc, le laboratoire Amur, qui est à l'UBO, qui dépend du Freinet. Et le titre de sa thèse, attendez, j'ai oublié le titre, Les aspects juridiques de la labellisation des produits de la mer. Bonsoir à tous. Ils sont partout. Dans les rayons de supermarché, chez l'épicier du quartier, à l'arrêt de bus, sur le panneau publicitaire ou à la télévision. Ils se revendiquent artisanaux, de qualité, responsables, et j'en passe. D'origine publique ou privée, nationale, européenne ou internationale, ils ont investi tous les domaines de l'activité économique, de l'industrie jusqu'à la pêche. Mais ils, qui sont-ils au juste? Ce sont les labels, et c'est ce dont je vais vous parler. Mesdames et messieurs, ce poisson que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un vétéran de la guerre d'Irak ayant reçu les mérites de la nation. Non, il s'agit d'un poisson recouvert d'informations plus ou moins contrôlées en fonction d'un référentiel à destination des consommateurs pour en vanter les mérites. C'est la labellisation des produits de la mer. Et c'est mon sujet de thèse. Depuis 3 ans, Aquaman m'a confié une mission
celui d'étudier, celle d'étudier les implications juridiques liées à la labellisation des produits de la mer au regard du droit de l'Union européenne. La tâche n'est pas aisée car l'enjeu est de taille. Il faut éviter l'épuisement total de nos ressources biologiques marines et la destruction de l'environnement marin pour les préserver pour les générations futures, tout en permettant à l'activité de pêche de continuer. À cet effet, il faut le reconnaître, les normes réglementaires, dites de droit dur, notamment les quotas de pêche, ont fait et continuent de faire de leur mieux. Mais il faut trouver des instruments complémentaires, notamment plus souples, c'est-à-dire volontaires ou non contraignants, qui puissent allier à la fois l'économique, le social et l'environnemental. Bingo! La labellisation sans pouvoir faire l'affaire. C'est pourquoi, à travers la jurisprudence et les tests, j'ai étudié cette notion afin de la cerner et de la distinguer de notions voisines comme la normalisation ou la certification. Puis, une question a surgi au cœur de ma thèse. Dans quelle mesure la labellisation des produits de la mer pourrait contribuer à la conservation de la ressource biologique marine? Et comme on l'aime bien, en droit, j'ai adopté une démarche en 2 temps. Dans une première partie de ma thèse, j'explore les aspects de la labellisation qui en font une notion souple, notamment cette notion protéiforme de qualité. Et pour vous, si un produit de qualité est un produit frais, pour quelqu'un d'autre, c'est un produit pêché selon des conditions durables. Et quel lien y a-t-il entre la qualité et l'environnement? Telles sont les questions que je me pose dans cette première partie. Quels que soient les mérites de la labellisation, elle n'est pas exempte de critiques, notamment en termes de concurrence ou de transparence. C'est pourquoi, dans un second temps de ma thèse, je vais préciser les contours de l'emploi de cette notion au regard des contraintes du droit de l'Union européenne, notamment au regard des règles du marché intérieur ou de la concurrence. D'ici là, j'espère que lorsque vous dégusterez délicieusement votre pavé de saumon, vous penserez à moi et m'enverrez des ondes positives, car il faut sauver le poisson Ryan. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cette présentation très dynamique. Je vais maintenant inviter non pas le dernier candidat, mais je dirais plutôt le candidat le plus patient. Je vous prie d'accueillir M. Cyprien Le Maréchal, qui est doctorant au laboratoire d'océanographie physique et spatiale et qui travaille sur les processus hydrodynamiques profonds près des sources hydrothermales. Bonjour. Bon. Un dernier voyage, du coup. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Ok. Laissez-moi vous emmener au milieu de l'Atlantique Nord, au large des Açores. Imaginez-vous à 2000 mètres de profondeur, au fond des abysses. Vous êtes plongé dans le noir total, tout seul. Il fait 4 degrés. Aucune trace de vie à l'horizon. Vous ressentez une pression qui atteint la bagatelle de 23 éléphants sur vos épaules. Ça va? Vous sentez bien? Puis, vous allumez un spot super puissant. Et là, vous découvrez une tour de roche sur laquelle, aux surprises, foisonnent des poissons, des crevettes, des moules et des tapis de bactéries. Bienvenue à Lucky Strike. Lucky Strike, c'est quoi? C'est un volcan sous-marin endormi, un dragon des profondeurs, qui puise sa chaleur des dizaines de kilomètres sous la croûte terrestre, et qui donne naissance à l'édifice que vous avez vu. Cette tour de roche, vieille de plus de 3000 ans et haute de 20 mètres. Et ce dragon gronde, rugit et crache de l'eau à 300 degrés dans un environnement extrême, ce qui permet à la vie de prospérer. C'est ce que l'on appelle un fumeur. Mais face à l'impact de l'homme, il y a urgence. Ces écosystèmes méconnus disparaissent, ce qui rend définitivement impossible leur compréhension et la possibilité de les protéger. Un élément clé pour comprendre ces écosystèmes au royaume de Neptune est la science de ces masses d'eau, qui voyagent sur des centaines de mètres, où les mouvements échappent à l'humain et où les mesures sont difficiles. Cela est le cœur de ma thèse. Mécanique des fluides, pour son titre mystérieux. Cette science formidable permet de décrire tous les fluides qui vous entourent, les gaz, les liquides et même le sable ou la glace. Cette science prédit aussi bien le volcan de Lucky Strike que le climat, la combustion d'une fusée ou un ouragan et même du lait versé dans une simple tasse de café, je vous jure. Pourtant, la tâche n'est pas si simple. Pourquoi? La faute à un état de la matière qui donne des mots de tête aux chercheurs. La turbulence. La turbulence, si universelle qu'on la retrouve à toutes les échelles, du fonctionnement de votre cœur aux nuages de gaz interstellaires en passant par les ouragans. La turbulence, qui prend forme dans nos fumeurs et qui s'élève en ces colonnes d'eau chaude dans l'océan. La turbulence est mouvement chaotique, imprédictible, formé de tourbillons énergétiques. C'est donc là le travail que je réalise. Reconstruire la turbulence de ces masses d'eau et leur voyage dans l'océan profond.
pour y arriver, j'utilise un matériel de haute technologie. Une table, une chaise et un ordinateur. Comme Neo dans Matrix, j'utilise la simulation numérique pour plonger dans un océan virtuel. La simulation numérique me permet de calculer la turbulence, et cela au prix d'un ordinateur supercalculateur, équivalent à plus de 100 000 PC domestiques. Si je réussis alors, la différence entre la réalité et la simulation de ce volcan ne seront plus. Et je pourrai apporter des réponses sur comment comprendre et protéger ces écosystèmes. Je vous laisse maintenant remonter à la surface. Et la prochaine fois que vous verserez du lait dans votre café, pensez que ces mouvements sont de la même nature que ceux qui animent les fumeurs des abysses et qui permettent à la vie de prospérer dans les lieux les plus hostiles de la planète. Donc, nous avons terminé maintenant avec ces présentations. Donc, vont passer les moments sérieux et décisifs. Donc, j'invite le jury à se retirer pour délibérer. Donc, c'est dans la salle B026. Et puis, en fait, donc, le jury va délibérer pour choisir son candidat ou candidate préférée. Et puis, vous allez devoir voter. Donc, pour voter, vous avez sur vos petites, vous avez un petit flash code que vous pouvez donc utiliser, qui vous met dans le système WooClap. Et puis donc tout est expliqué là. Vous vous connectez vous a dit plusieurs façons de faire. Soit vous vous connectez directement sur le site, soit vous envoyez un SMS. A priori, tout le monde doit pouvoir faire ça avec son portable. Et donc on vous laisse voter. Et bon, il n'y a rien d'autre à dire. Donc vous choisissez. Tu vois les votes en direct. Et après, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra essayer de voir, peut-être à discuter avec les étudiants là, qui nous ont fait ces belles présentations. Oui, donc pendant cette période où le jury délibère, nous vous proposons en fait un échange avec les 6 candidats qui nous ont fait de très belles présentations ce soir. Donc je voudrais les inviter ici devant vous. Hein. On peut les applaudir encore une fois. Voilà, vous pouvez vous mettre là pour que tout le monde puisse vous voir et vous poser des questions. Peut-être que, en attendant que vous prépariez vos questions, ce que je voudrais faire, c'est de donner la parole à chacun d'entre eux pour tout d'abord nous expliquer pourquoi ils ont choisi de faire une thèse et pourquoi le sujet sur lequel ils travaillent actuellement. Donc, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Donc, je me présente encore à nouveau. C'est Jean-Pierre Yaovi Adjikpo. Je suis doctorant à la Mur depuis 3 ans sous l'encadrement de Madame le professeur Annick Udenek et de Madame Betty Kefelec. Donc, je suis penchant en droit public, spécialisé droit public. Et mon sujet était pourquoi le choix de faire une thèse. Faire une thèse, c'est à la fois un projet personnel et un projet professionnel parce que je suis tourné, c'est pour enseigner. Et donc, pourquoi spécifiquement ce sujet? Parce qu'il s'agit d'un sujet au carrefour de plusieurs disciplines, au carrefour de plusieurs branches du droit même, du droit de la consommation, du droit public, du droit de l'Union européenne. Et donc, c'est ce qui rend intéressant ce sujet. Et c'est des questions qui permettent d'étudier à la fois de manière générale la contrainte et la volonté. Comment est-ce que dans le monde du juriste, on conçoit la contrainte et la volonté pour arriver à la réalisation de l'intérêt général. Et là, j'ai pris l'exemple de
la conservation de la ressource biologique marine, mais ça peut être, par exemple, la santé publique, qui est un intérêt général. Et durant cette période de Covid, vous avez vu, il y a des normes qui sont contraignantes et puis il y a d'autres qui sont laissées à l'appréciation de chacun d'entre nous, qui sont plutôt volontaires. Et donc, c'est cette articulation entre contraintes et la volonté que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Du coup, moi, je travaille sur les volcans sous-marins dans l'océan. Et c'est des sujets, moi, c'est une thèse qui m'intéresse énormément parce que c'est des sujets qui sont à la croisée entre la biologie, la chimie et la physique. Et on se pose plein de questions, on utilise d'autres disciplines pour confirmer nos résultats. C'est des résultats qui sont importants pour aujourd'hui dans le cadre climatique qu'on a aujourd'hui, pour la préservation des espèces, la compréhension des écosystèmes, leur défense. En posant des questions aussi qui sont, d'un point de vue physique, qui sont assez complexes et qui permettent d'utiliser des outils de technologie de dernier volet, les supercalculateurs en fait, qui permettent de résoudre des équations très complexes, les équations de Navier-Stokes qu'on ne sait toujours pas résoudre aujourd'hui, qui serait si on arrivait à les résoudre un jour, ce serait un peu le bingo de la physique. On pourrait résoudre beaucoup de problèmes dans le monde. Et c'est pour contribuer, avoir l'opportunité de contribuer un petit peu dans ce côté-là de la science. Merci beaucoup. Bonsoir. Du coup, je suis de nature un ingénieur en génie des matériaux et management industriel. Dès que je reçois mon diplôme d'ingénierie, donc j'ai dit jamais que je fais une thèse. C'est une décision. Donc, après, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, mais c'est pas très sexy, comme elle l'a dit. Donc, j'étais douée par l'impression 3D. Donc, j'avais 2 sujets, l'un ici avec l'IRD et l'autre au Canada. J'ai les 2 visas en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait faire? Mais enfin, c'est le domaine des matériaux, les composites. Donc, c'était une belle opportunité de travailler avec une telle équipe à l'RDL sous la direction de M. Yves Grohans, M. Bastien Sentier, M. Norman Germazi aussi. Donc, j'étais bien supportée. Au début de ma thèse, j'étais un peu perdue, mais après, peu à peu, donc j'ai bien doué de la formation et de qu'est-ce que je vais faire. Je suis en 2e année. Pardon pour ma langue, donc je ne suis pas de nature francophone, donc parfois j'ai des fautes, mais ça marche. C'est une opportunité, c'est une opportunité de pratiquer. Donc j'ai avancé, donc je sens donc la liberté de chercher et rechercher, de faire des fautes, de trouver des solutions. Il y a une liberté qui m'entraîne de découvrir. Donc, c'était un sujet de la nature de l'aéronautique, de l'automobile aussi. Donc, c'est de trouver des solutions. Donc, on le savait qu'il y a des pièces en métal, sont très lourds. Donc, c'est à nous de trouver des alternatives en biocomposites. Donc, on a l'aspect d'économie, donc de minimiser la consommation du carburant au niveau de l'avion et au niveau de l'automobile, mais en même temps un aspect naturel. Donc ce sont des biomatériaux, les polymères ou les plastiques, ce sont à base naturelle, et même les charges, les renforçants, ce sont des fibres de lin, des fibres de chanvre, d'accord? Les fibres de lin, ce sont partout en France, la France avec 61% de la production mondiale. Donc c'est une bonne occasion d'utiliser ces fibres-là. Je crois que vous nous avez convaincus. donc, je me permets juste de demander si tout le monde a voté ici dans la salle et puis les participants qui sont à distance, donc qui n'hésitent pas à voter. Bon, c'est en cours. Donc, merci. Voilà, donc on peut passer à la candidate suivante. Bonsoir, je suis Maria, je suis de base pharmacienne et ici je fais une thèse en sciences fondamentales, donc je combine les 2 aspects, l'aspect clinique et l'aspect fondamental.
Déjà, mon équipe, le JetBo, il regroupe les deux aspects. On est une équipe clinique et une équipe fondamentale. On s'intéresse à la maladie veineuse thromboembolique, qui est un enjeu de santé publique. Et ce qu'on cherche, c'est d'élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques, parce que les stratégies thérapeutiques qui existent, qui sont les anticoagulants, présentent des effets indésirables. Donc on essaye de cibler le système immunitaire, les cellules endothéliales, donc d'avoir plus des thérapies ciblées. Merci beaucoup. Et je ne regrette pas la thèse, comme j'ai dit. Très bien, merci. Léa. Ok, bonsoir. Donc moi c'est Léa, je fais ma thèse à l'Ifremer dans le laboratoire d'Ineco et l'équipe Lagos. Et pourquoi je fais ma thèse ? Les étapes de la vie ont fait que j'ai découvert le phytoplancton en Master 2. Donc souvent méconnu par sa petite taille, mais quel rôle fondamental ont-ils dans la vie de tous les jours, notamment si je peux citer le fait qu'ils contribuent à 50% de l'oxygène que vous respirez, donc ils ont un très fort impact. Et par mon stage de Master 2, j'ai ensuite eu la possibilité de continuer dans la découverte de ces spécimens. Et donc voilà, j'étudie actuellement le phytoplancton. Donc, le phytoplancton toxique cette fois, mais voilà. Merci beaucoup Léa, on est très reconnaissant au phytoplancton pour l'oxygène que nous respirons. Bonsoir, donc moi c'est Shirin Toumi, je suis en thèse au LEMAR et je me destinais pas forcément à une thèse, mais c'est arrivé sur mon chemin, pour en revenir au chemin encore une fois. Et voilà, après, je pense que c'est une thèse aussi qui porte certaines convictions auxquelles je suis propre, auxquelles je suis chère, puisque dans ce contexte de changements globaux, de réchauffement climatique, quand on est un peu sensibilisé aux changements environnementaux, c'était la suite logique de savoir quelle allait être la réponse des écosystèmes à ces changements. Et voilà, mon directeur, il dit que la meilleure raison de faire une thèse, c'est pour le fun. Donc voilà, je conclurai comme ça. Je fais une thèse pour le fun. Merci beaucoup. Donc, nous avons entendu ici de très beaux témoignages sur la passion pour la recherche qui anime chacun des candidats. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, ils sont là pour répondre à vos questions. Donc voilà, je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaite poser une question. Donc voilà, donc pendant que les participants... Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une thèse, ça vous demande énormément de travail pendant 3 ans. Vous pensez, vous respirez votre thèse. Est-ce que vous avez peur là maintenant d'en sortir? Parce que ça y est, vous allez devoir à un moment quitter cette bulle. C'est une très bonne question, mais en effet, dans la thèse, tu apprends des compétences que tu pourras exploiter ailleurs. Donc, il faut toujours voir d'autres perspectives, d'autres domaines, mais c'est toujours des trucs acquis. Tu en profiteras pour la vie. Donc, c'est pas juste des compétences, mais c'est aussi l'autonomie que tu apprends. C'est un mode de vie différent. Merci. En fait, moi, pour ma part, j'avais déjà été dans le milieu professionnel avant. Et je pense que la thèse, on peut la voir un peu comme la continuité des études, mais c'est aussi déjà un monde dans le milieu vous êtes déjà dans le milieu professionnel et on travaille, on a un contrat, c'est un CDD, c'est un vrai salaire, on a une responsabilité par rapport à nous-mêmes, par rapport au travail qu'on va produire. Mais c'est déjà un premier pied dans la recherche et c'est déjà important. Donc c'est pas, on n'est pas chouchouté dans un environnement où on est coupé de l'extérieur. Au contraire, je pense que c'est le moment où on peut avoir le plus d'opportunités pour se construire et on est déjà dedans en fait. Et pour ajouter à tout ce qui a été dit, je pense que la thèse, on n'a pas peur d'y rester. Je pense qu'arriver à un moment, pour être réaliste, après un certain nombre d'années, voilà, on sait qu'on arrive au bout et qu'on va en sortir bientôt. Mais de manière générale, on en garde pour certains de très bons souvenirs de ces moments. Voilà, pas que de la recherche, mais de tout ce qu'il y a autour comme ces moments.
voilà, d'un moment de solitude, de doute. Voilà, ça forme. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre parmi vous veut continuer ou c'est bon, on peut passer à autre chose? Oui. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voudrais vous poser une question, Léa, parce que après votre présentation, je crois que je ne regarderai plus jamais les coquilles Saint-Jacques pareil. Donc, je voudrais savoir si la microalgue dont vous avez parlé s'attaque à d'autres types de coquillages ou c'est que les coquilles Saint-Jacques, c'est préféré? Merci pour cette question qui est très intéressante. Donc, en effet, la microalgue que j'étudie, elle libère une toxine dans l'eau qui rend impropre en fait toute population qui filtre l'eau et qui se nourrit en filtrant l'eau de mer. Donc, la coquille Saint-Jacques, mais que ce soit les moules, les huîtres, tous les bivalves filtrent l'eau pour se nourrir. Donc, ils sont potentiellement intoxiqués. Mais le souci, c'est que la coquille Saint-Jacques, contrairement aux autres coquillages, garde cette toxine très longtemps dans ses tissus. Donc, elle se décontamine très, très lentement. Donc, d'où le fait qu'on parle beaucoup plus de la coquille Saint-Jacques que les autres bivalves qui peuvent se décontaminer en quelques heures, voire quelques jours, contrairement à la coquille Saint-Jacques qui peut, elle, mettre plusieurs mois, voire plus. Donc, ouais. Merci beaucoup, Léa, pour cette réponse très claire. Donc, je reviens vers le public. Si jamais les présentations des candidats ont suscité d'autres questions, nous sommes à votre écoute. Oui, Eric, s'il te plaît. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire le concours? Question très intéressante. Bon, je pense que c'est un peu sortir du cadre trop sérieux de la thèse, donc un peu se défouler, si vous voulez, et de pouvoir transmettre ce qu'on fait à un public vraiment profane. Pour transmettre l'information à un public qui est vraiment profane. J'espère qu'on a pu transmettre ce qu'on fait, notre quotidien, les gens qui sont présents, s'ils veulent faire une thèse, ils peuvent avoir une idée. Donc, pour moi, c'est ça. Et je pense que tout le monde a apprécié cet exercice. Ouais. Pour moi, ce n'était pas prévu pour participer au concours puisque je suis en deuxième année. Mais au cours de la formation, donc, j'ai découvert les compétences de mes collègues. Donc, ça me donne de faire le challenge, d'aller devant un grand public, donc de parler en 3 minutes. J'étais un peu stressée, mais c'était une excellente expérience pour moi. Pour moi, c'était pareil, d'essayer de vulgariser ma thèse qui a un titre assez compliqué. Quand on en parle en famille ou à des amis, ils ne comprennent pas forcément. Donc, c'était un challenge pour moi d'essayer de le faire comprendre tant bien que mal. Enfin, j'espère que vous avez compris un minimum. Et aussi, c'était de rassembler 2 disciplines que j'aime beaucoup, qui sont les sciences et le théâtre. Et voilà, c'était enfin le moment où je pouvais rapprocher les deux. Et donc voilà, j'ai participé pour ça. Très bien. Jean-Pierre, peut-être vous voulez prendre la parole? Donc, pour ma part, je n'y avais jamais pensé jusqu'à l'année dernière où j'ai présenté ma thèse et sous un format presque pareil. Et donc, j'ai été encouragé à participer. Et je me suis intéressé. C'est là où je me suis ouvert au concours. Et j'ai vu que c'était très intéressant et stimulant de présenter sa thèse, surtout pour nous juristes qui pouvons sembler très théoriques. C'était stimulant, encouragé par les collègues doctorants et des enseignants ainsi que des membres du... Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, je vais me lancer. Ce qui justifie ma présence ici. Moi, je suis d'accord avec tout ça. En fait, je pourrais juste ajouter qu'effectivement, en sciences, on a de plus en plus quand même aussi une responsabilité de communiquer et
de faire communiquer la science au public. Donc je pense que pour nous, c'est un bon exercice pour le futur après, qu'il n'y ait pas deux camps séparés entre nous, dans nos labos, à faire des trucs et que personne ne comprenne ce qu'on fait, parce qu'on c'est quand même public, donc l'argent vient des impôts, de l'État en partie. Donc c'est important, et puis c'est des thématiques qui nous concernent tous en fait, pas que les chercheurs. Donc, Voilà, donc je me tourne à nouveau vers la salle. Si entre-temps il y a des questions, oui, s'il vous plaît, oui. Oui, il y a même 2 questions, très bien. Bonjour, en fait, j'aurais plus une question, enfin même 2 petites questions pour Jean-Pierre. La première, c'est donc toi qui viens, j'imagine, d'un parcours plutôt juridique. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de devoir... J'imagine que tu as dû te mettre à jour sur les thématiques environnementales. Comment tu t'es adapté à ces thématiques-là? Et ensuite, est-ce qu'on peut faire confiance au label? Par exemple, quand on nous dit qu'un produit est bio, est-ce qu'effectivement il l'est, ou est-ce qu'il arrive qu'il y ait des tricheries? J'imagine que tu dois être calé sur ces questions-là. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces 2 questions très intéressantes. Donc, je vais laisser Jean-Pierre répondre. Ok, merci beaucoup. Pour la première question, effectivement, même si sur des notions, déjà je précise que je viens d'une formation en droit des activités maritimes. Donc, de Master 1 jusqu'à Master 2, nous étudions aussi bien le droit de l'environnement en général que le droit de l'environnement marin ainsi que le droit de la pêche. Ça permet quand même d'avoir des notions de base en matière environnementale et maritime, mais n'empêche que chaque sujet de thèse est une spécificité et puis quelque part un monde inconnu qu'on découvre au fur et à mesure que les années passent. Et à la faveur de nos lectures et de nos recherches bibliographiques, donc c'est le même procédé que j'ai suivi jusqu'à présent. Et la particularité pour moi, ça a été plutôt de découvrir certaines notions qui sont plus rattachées aux sciences économiques. Par exemple, la notion de qualité, étudier la notion de qualité. Je sais qu'en droit agroalimentaire, c'est une notion qu'ils connaissent, mais je n'ai pas fait de droit agroalimentaire. Et donc, ça fait que j'ai dû étudier cette notion d'abord sous l'angle de l'économie avant de voir quelle implication cela avait en droit. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est ça aussi qui fait, je pense, pour tout doctorant, l'élégance du travail de thèse. À part cela, concernant la confiance, je pense que tout dépend du cahier de charge et de l'organisme de certification. Parce que peut-on faire confiance à 100%? Déjà, on part de la considération que le risque zéro n'existe pas. Et la deuxième chose, il ne faudrait pas confondre bio et santé, par exemple. Parce que qui dit bio ne veut pas dire nécessairement bon pour la santé. Et des fois, on a tendance à lier les deux, à lier le bio et la santé, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, par exemple, celui qui consomme du bio en pensant qu'il fait du bien à sa santé peut quelque part être déçu s'il n'atteint pas ses objectifs. Donc, dans ce cas, il peut s'avérer que le bio ne remplit pas. Le bio veut dire tout simplement que la production respecte certaines conditions environnementales, mais ça ne veut pas dire que ça apporte une valeur ajoutée plus en termes de santé pour le consommateur. Donc, c'est cette nuance que je peux apporter pour répondre à votre question. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Très bien. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Autrement, j'aurais une petite question pour Niel, donc notre candidate qui vient de Lorient. Donc, vous avez parlé dans votre présentation de matériaux biocomposites. En quoi ces matériaux sont différents des matériaux composites qui sont déjà utilisés dans l'aéronautique et quelle est la valeur ajoutée en fait de ces matériaux par rapport aux matériaux composites? Du coup, la valeur ajoutée dit biocomposite par rapport aux matériaux composites, c'est l'aspect biosourcé.
Donc, les biocomposites, donc les composites en général se forment de deux types de matériaux au plus. Donc, pour Maca, donc, ce sont des bases de plastique renforcées par des charges. Le plastique va donner le rôle du matrice et les charges, c'est l'élément qui vont donner la rigidité, la souplesse, toutes les propriétés qu'on a voulant retrouver. Donc, l'aspect bio, c'est d'utiliser des fibres, par exemple, des fibres de lin, des fibres de chanvre, des coutons, par exemple, je ne sais pas, les cheveux de mouton. Donc, les bio, peut-être, ça va être d'une nature végétale ou animale, même. Donc, l'innovation, c'est parce que au niveau de dégradation, de recyclage et tout ça, donc l'utilisation du biomatériau va nous mener à prendre soin de la nature au cours du recyclage et tout ça, de réutiliser ces matériaux-là. Donc, du coup, aussi, les plastiques peuvent être naturels. Par exemple, pour le PLA, le PBS, pour d'autres aussi, il y a des biomatériaux. Donc, ce sont d'origine naturelle. Donc, c'est l'idée d'utiliser des biomatériaux pour des applications intéressantes. Par exemple, pour l'application de l'aéronautique. D'accord ? Et ces biomatériaux, ils doivent avoir des propriétés et des caractéristiques presque semblables à celles des composites synthétiques. Le plus fameux, ce sont les fibres de lin, les fibres de carbone. D'accord, elles ont des bonnes propriétés mécaniques. Mais les fibres à base de cellulose, par exemple le lin, le chanvre et tout ça, donc notre objectif d'utiliser ces fibres et de les donner des caractéristiques, les améliorer afin qu'on trouve des bonnes propriétés aussi. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Donc on a une question au fond de la salle, s'il vous plaît. Bonjour, moi j'ai une question pour Cyprien. De ce que j'ai compris, tu fais de la modélisation des turbulences du fluide hydrothermal qui sort. Est-ce que ces modélisations, elles permettent de voir à grande échelle dans l'océan l'impact du fluide hydrothermal qui sort de Lucky Strike, par exemple ? Alors justement, nous, on fait, dans le cadre de la thèse, on fait de la très petite échelle. Donc on étudie le panache et son advection, mais plutôt à l'échelle du kilomètre. En fait, là, les simulations, l'image que vous aviez, c'était des simulations des tailles de mètres, moins de 1 mètre. Et du coup, pour les néophytes, en calcul, on est obligé d'utiliser des grilles. On discrédite les calculs, on ne peut pas résoudre partout comme une photo où, en fait, si vous zoomez, au bout d'un moment, vous allez arriver sur un pixel. Et du coup, nous, en modélisation, on utilise des photos qui sont plus ou moins pixelisées. Et donc là, dans le but de la thèse, c'est d'avoir une image qui est assez localisée, mais on a beaucoup de pixels et du coup beaucoup d'informations. Mais effectivement, pour répondre à ta question, ça peut faire partie d'une deuxième partie de la thèse ou des sujets après. L'advection du panache plus loin dans l'océan et son interaction avec les courants de méso-échelle. Et c'est un truc qu'on regarde, qui est en train d'être regardé aussi par d'autres personnes dans l'équipe. Merci beaucoup, Cyprien. Oui, une autre question ici. J'ai une question pour Chirine. Par rapport à la méthode que tu as mis en place au cours de ta thèse, est-ce qu'il y a eu des découvertes sur des résultats que tu voudrais nous partager sur la trajectoire des communautés ? Alors déjà, c'est pas moi qui ai mis en place la méthode. C'est une méthode qui a été publiée par 2 autres chercheurs qui sont Mickaël Descaceres et Anthony Sturbois. Et moi, j'applique leur méthode. Je la tords un peu dans tous les sens et j'en vois aussi leurs limites. Et des résultats, donc moi je m'intéresse à la macrofaune benthique, c'est tout ce qui est des invertébrés supérieurs à 1 mm qui vivent sur les fonds côtiers et dans 4 habitats différents. Et on va avoir des habitats qui sont dans la zone subtidale, donc immergés tout le temps sous l'eau, et sur l'estran, donc la zone de balancement des barrés. Et des habitats qui vont être associés à des espèces qu'on dit fondatrices, comme les bancs de merle, c'est des algues calcaires rouges, et des herbiers de zoster, où on va aussi avoir des habitats nus, donc associés à du sédiment meuble. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à l'échelle régionale, on a quand même une forte stabilité dans le temps.
de ces communautés, malgré ce qu'on aurait pu penser avec le contexte de changement global. Mais l'habitat qui varie le plus et qui est le plus impacté par les conditions environnementales, ça va être l'intertidal meuble, donc tout ce qui est zone de balancement des marées, les plages en fait, toutes les communautés qui vivent sur les plages. Là, on observe beaucoup plus de variations, alors que des habitats comme le merle et les herbites austères, parce qu'ils ont une très forte densité d'organismes et par le fait que ces habitats peuvent tempérer les conditions environnementales, en fait, sur les organismes, on observe une plus forte stabilité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Avant de poursuivre, je vais peut-être me tourner vers Enora pour lui demander si nous avons encore le temps pour des questions. Ou Ah bah d'accord. Ben, dans ce cas, voilà. Ben, je remercie tous les participants pour ces échanges très intéressants. Voilà, et donc... et bien entendu les candidats pour les réponses qu'ils ont données. Donc maintenant, les choses sont faites. Donc je vais passer la parole au jury donc, pour nous présenter donc, leur délibération. Et puis Enora, toi, c'est toi qui présenteras pour le public, non? D'accord, ok. Donc je vous passe le... le micro jaune. Bon, déjà, au nom du jury, on voulait vraiment vous remercier vivement parce qu'on a vu des travaux exceptionnels, d'une qualité exceptionnelle, avec une aisance de haut niveau qui fait envie. Enfin, moi, je suis un peu jalouse de... Voilà, vous me donnerez des cours. C'est maintenant l'heure de rendre le verdict. Alors, on a beaucoup... on s'est arraché un petit peu les cheveux parce que c'était très difficile de vous départager. Encore une fois, le niveau était exceptionnel. Donc, on peut que vous... Comment? Et d'ailleurs, voilà, pour que le suspense perdure, je passe la parole à mon collègue. Je donne directement le... Eh bien, écoutez, je vais découvrir comme vous le prix du public, puisque je ne le connais pas pour l'instant. Alors... Ah, c'est pas évident à faire, en fait. C'est bon. Et donc, le prix du public est attribué à Cyprien Le Marchal. Mais j'aurais peut-être dû le faire. Alors, merci. Bon, je dois dire quelque chose. Bon, j'ai rien préparé, mais merci. Enfin, moi, c'était un plaisir d'être là et j'étais pour m'amuser et partager quelque chose. Et je suis content que ça vous ait plu. Ah yes, c'est l'heure. C'est l'heure du prix du jury. Alors moi, égoïstement, moi je m'occupe de structurer une filière mer. Donc j'ai vu qu'il y avait de nombreux sujets en lien avec les écosystèmes marins. Donc ça m'a énormément fait plaisir. Mais ça n'a pas influencé du tout les votes. Donc, alors, on en arrive au résultat. Donc le grand gagnant ce soir, c'est Yaovi Jean-Pierre Adjikpo. Bravo, et on va te laisser dire un petit mot. Je pense que je vais emprunter la formule de Cyprien. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les coachs et à tous ceux qui étaient dans toute cette aventure jusqu'à présent. Merci beaucoup à vous tous. Ça a été de bons moments. Merci. Merci. Le petit cadeau. Ben voilà.
On s'arrête là ou qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Oui, c'est ça. Tu veux faire le remerciement Je peux le faire. En fait, j'ai essayé de noter à peu près à qui il fallait dire merci. C'est par la photo finish. C'est bon. Bon, écoutez, on a tous passé, je pense, une agréable soirée, enfin début de soirée. Donc, je remercie vraiment les étudiants qui nous ont fait partager leur passion. Et effectivement, moi, j'aurais pas su départager non plus les candidats. Donc, bravo aux vainqueurs. Et puis, les autres ne déméritent pas. En fait, c'était vraiment très, très bien. Je tiens à remercier vous, public, à distance ou ici dans cette salle, pour votre participation. Je tiens à remercier bien sûr les organisateurs qui ont œuvré depuis plusieurs semaines pour pouvoir rendre cet événement agréable et un peu festif. Donc toute l'équipe audiovisuelle de l'UBO, le service, l'équipe audiovisuelle là, qui a pris les photos, etc. Je remercie le service de communication et la DRIF qui ont épaulé donc Enora pour organiser tout ça. Je tiens à remercier, elle n'est pas là, mais Maud Tournery, parce qu'elle a aidé à former les étudiants, ont eu une formation pour pouvoir préparer cet événement. Et je remercie également le pôle doctoral qui est aussi à l'initiative de tout cela. Excusez-moi, je voudrais remercier aussi nos invités de marque ce soir, donc le président de la Fondation UBO, Pascal Olivard, le VP Recherche de l'UBO, Christian Brosseau, et le directeur du Collège doctoral de Bretagne, Eric Rius, qui nous ont fait l'honneur de participer à cette soirée. Donc merci à tous encore une fois. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour la finale régionale qui sera diffusée en ligne pour soutenir nos candidats brestois. Voilà. Oui, la finale interrégionale a lieu à Nantes le 16 mars. À Vannes, pardon. Oh là, à Vannes. Voilà, le 16 mars. Le mot de la fin. On se retrouve en 2022 pour de nouveaux candidats et surtout le cocktail, quand on aura enfin le droit. Bonne soirée à tous, merci. Je suis embêtée avec ça, madame.